marcher de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Un siècle de révolution corse, tout un programme détaillé, documenté et raconté d'une manière inédite par le spécialiste de la Corse, Antoine Franzini. Marcel Petricciol, lui, nous racontera d'autres histoires avec Une histoire corse de Dodo et Glenn Chaperon et Vendetta de Maurice Choury, Arthur Jovogne et Eugène Gire. Et ce sera notre focus. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Antoine Franzini, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, chercheur à l'université de Marne-la-Vallée et vous publiez Un siècle de révolution corse aux éditions Vendémiaire. Ce siècle, c'est le XVIIIe siècle. Est-ce que, selon vous, ce siècle-là est l'âge d'or de la Corse? Oui, on peut dire quelque chose comme ça parce que, au fond, il y a eu des périodes précédemment, en particulier les révoltes du XIVe siècle, les révoltes au XVIe siècle avec Sampiero. Il y a eu comme ça pas mal de temps où les Corses se sont manifestés politiquement, militairement. Mais là, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé et surtout, ça a été regardé par l'Europe. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que vraiment l'Europe s'est passionnée, même l'Amérique s'est passionnée pour cette histoire. Et évidemment, du coup, ça a donné à ce moment quelque chose d'exceptionnel. Et puis c'est vrai que c'est quand même un moment exceptionnel. Alors, vous donnez des éléments de contexte. Hein. On assiste aux grandes manœuvres européennes, le siècle des Lumières pour la France, l'indépendance des États-Unis. Que représente la Corse dans cet ensemble? Alors, au départ, rien du tout, enfin, pas grand-chose. Et puis, progressivement, mais très vite en fait, ça se passe dès 1730, quelques semaines après le début des révoltes et des révolutions, tout d'un coup, les gazettes s'intéressent à cette affaire. Et ils s'intéressent à cette affaire parce que c'est l'incarnation de quelque chose que les philosophes sont en train de travailler, qui est l'idée de la nation libre. Ça, on dit comme ça, la nation libre. Alors, d'habitude, la nation, vous voyez, c'est un roi, une dynastie qui, en quelque sorte, par le haut, crée une nation. Et là, presque pour la première fois, pas tout à fait, parce qu'il y avait la Hollande qui avait quand même bien avancé la question, mais il y a une nation qui se constitue par le bas. Par la base. Par la base. Et ça intéresse beaucoup, non pas tout le monde, mais disons ceux qui contestent l'ordre de l'Ancien Régime. De la même manière, quel est l'intérêt stratégique pour, alors on ne va pas dire les grandes nations, parce que le terme nation n'est pas encore établi, mais pour par exemple la France ou la République de Gênes ou même l'Angleterre, quel est l'intérêt stratégique d'avoir une main mise sur la Corse? Oui, ça va exister, ça. Ça va surtout exister, au fond, dans la deuxième partie du siècle. Mais ça commence. C'est-à-dire que les Anglais rentrent en Méditerranée. Il y a Gibraltar, il y a Minorque, et ils avancent comme ça. Et la Corse, ça leur plairait bien. Mais est-ce qu'ils vont se donner le mal? Vous voyez, ils hésitent un petit peu. Mais enfin, ils vont quand même faire le royaume anglo-corse à un certain moment. Alors, la première insurrection, elle part c'est une révolte fiscale, c'est la taxe de trop. Oui, c'est ça. Oui, au départ, c'est comme souvent des révoltes fiscales. Et on pourrait croire que ça va se continuer comme ça. Et là, il y a quelque chose d'étonnant. Enfin, on va rentrer dans un vrai roman, quoi. C'est-à-dire que pendant 40 années, ça ne va pas arrêter. C'est-à-dire qu'ils vont... Toute la première moitié du 18e, voilà, de 1700, insurrection sur insurrection. Insurrection sur insurrection, avec des personnages intéressants. Le roi Théodore qui arrive, et qui évidemment comme personnage est discutable, mais qui symboliquement est très puissant, parce qu'il y a vraiment, là pour le coup, un royaume de Corse, vous voyez, donc ça donne une force nouvelle. Et puis, ça va déboucher sur l'aventure paoline, dont on reparlera peut-être après. Et du coup, c'est vrai, c'est une affaire incroyable qui se passe. Et les gazettes, regardent, il y a des milliers et des milliers d'articles dans toutes les gazettes européennes, dans toutes les langues, des livres qui sont faits en Allemagne, en Hollande, en Angleterre. Et à partir de 1764, on a plusieurs centaines d'articles dans les gazettes américaines, des Sons of St. Patrick, of the Sons of Liberty, qui portent des toasts à longueur de temps au Corse et à Paoli. Oui, parce que
En Corse, il y a des voyageurs, des chargés de mission qui relaient les événements qui se passent sur l'île et qui donnent cet écho-là. D'un point de vue plus méthodologique, comment vous avez compilé, recueilli toutes ces données? Oui, ça c'est un point très intéressant parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il est vrai que depuis les années 2000, il y a eu pas mal de travaux sur cette période pour la Corse, des bons travaux, des éditions aussi de sources. Et évidemment, j'ai profité de tout ça. Mais j'ai aussi profité d'une nouvelle source d'archives qu'on a ouverte qui s'appelle le web. Ah oui. Et le web, c'est nouveau, si vous voulez. Et puis alors, c'est tous les jours, c'est exponentiel. Ce qui fait que des gazettes que vous auriez dû aller chercher dans le Wisconsin ou je ne sais pas où en Autriche, enfin, ben là, vous avez ça, pof, et vous pouvez feuilleter des milliers d'articles. Ça prend du temps, c'est du travail, hein, mais c'est quand même depuis chez vous. Et ça, c'est la nouvelle source. Et alors, il y a les gazettes, et puis il y a aussi des petites plaquettes qu'on trouve nulle part, des choses incroyables. Et les petits philosophes, parce qu'il n'y avait pas que Voltaire et Rousseau, hein, il y avait des tas de petits philosophes en Hollande, etc., eh bien, écrivent des textes incroyables sur la Corse. Incroyables, le marquis d'Argens et compagnie. Oui. Mais quelles sont leurs sources ? Eh bien alors, ils se recopient les uns les autres. C'est-à-dire que, évidemment, alors on ne sait pas exactement comment ça se passe. Dans le livre, il y a un petit passage amusant où on voit comment on paye le gazetier de Berne par les banquiers suisses pour l'empêcher de raconter certaines choses contre les Génois. Exactement. Alors bon, il y a des choses comme ça, mais il est certain que les Corses de la diaspora, parce qu'ils existent beaucoup à l'époque, font circuler, à partir de Livourne en particulier, les informations, et ça va au gazetier, et ça va très vite, et après, papa. Alors peut-être un mot sur la structure institutionnelle de l'île à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que sont les nobles 12, les nobles 6, et comment ils interagissent avec la République de Gênes? Les nobles 2 et les nobles 6, si vous voulez, ce sont des élus de niveau régional, au-dessus du municipal, on va dire, mais qui n'ont pas de pouvoir. Ils assistent le gouverneur pour les chemins, pour les bandits. Oui. Mais en fait, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et ce sont des ruraux. Et le pouvoir est d'une part, le pouvoir politique et judiciaire est dans les mains des Génois, mais aussi la notabilité bastiaise en particulier dispose du pouvoir économique à un certain niveau. Et donc les notables ruraux, qui montent en puissance pendant toute cette période, ici et ailleurs, veulent participer maintenant au pouvoir. C'est un peu ce qui va se passer à la Révolution française, hein, d'ailleurs. Et donc ils vont... On ne sait pas exactement, d'ailleurs, parce qu'évidemment, tout ça a été clandestin, quelle a été la part de... À quel moment ils se mettent dans le mouvement, vous voyez. Mais effectivement, les nobles 12, donc pour le nord de l'île, les nobles 6 pour le sud de l'île, sont des élus qui sont tous les ans, tous les 2 ans, renouvelés. Et qui accompagnent les insurrections? Alors voilà, à un moment donné, très rapidement, quelques nobles 12 changent, je dirais, disent non, on se met, on veut aussi, nous, on a des requêtes. Alors, au début, ce sont des requêtes, si vous voulez, on veut que ça change, tout ça. Puis progressivement, en quelques années, ça devient l'indépendance. Alors, on arrive en 1755 avec l'avènement d'une république de Corse, avec évidemment Pascal Paoli. Mais là, on voit que la société se structure. Une université, une monnaie, une marine, voilà, on passe un cap. On passe un cap, oui. C'est un moment considérable, à mon avis, parce que quelque chose, d'ailleurs, que mon livre essaye de souligner, c'est que dans toutes les 25 premières années, les Corses ont toujours voulu devenir un État comme les autres, un État italien comme les autres, avec une noblesse. Ça, c'était leur grande affaire. Ils voulaient, eux aussi, avoir une noblesse. Et tous les systèmes de gouvernement, comme on disait, qui se sont succédés, ont toujours mis ça dans leurs requêtes. Et avec l'arrivée de Paoli et de son parti, parce qu'attention, Paoli, c'est un parti derrière lui, et en soutien, c'est terminé. On ne va plus parler de noblesse. Plus de parler de noblesse, en particulier dans la Constitution, il n'y a pas une fois le mot noble.
Et c'est quelque chose de très important. L'égalité des droits civils arrive à ce moment-là. Il n'y a plus de distinction entre les uns ou les autres. Et ça donne, je pense, encore plus de force à ce laboratoire des idées nouvelles que la Corse apparaît à ce moment-là. Vous voyez, il y a quelque chose de vraiment très très fort. Alors à côté de ça, il y a votre question, c'est-à-dire comment ils font, quoi. Alors bon, ils essayent de se structurer, ce sont des gens intelligents qui connaissent très bien les choses. Et il y a cette université qui est fondée parce qu'on veut faire comme ailleurs, et c'est vrai, et c'est très bien fait. Les étudiants sont formidables, on a quelques témoignages, ils font des exercices devant les autres, enfin c'est très amusant. Et puis la marine, effectivement, passionnant aussi. Et la monnaie aussi, c'est très intéressant. Ça vaudrait d'ailleurs d'y réfléchir beaucoup parce que, j'y ai pensé ces temps derniers, on se rapproche beaucoup du concept de monnaie locale d'aujourd'hui. Mais ça serait l'objet d'une autre discussion. Mais c'est très proche. Est-ce que Pascal Paul a été la première célébrité insulaire ? Ah, bonne question. Oui, non seulement la première célébrité insulaire. Au sens où on l'entend aujourd'hui. Oui. Figurez-vous que la célébrité naît au XVIIIe siècle. Avant, c'est la notoriété, la réputation, la gloire, mais la célébrité, c'est la deuxième partie du XVIIIe siècle. Il y a Samuel Johnson en Angleterre, il y a Rousseau en France, et il y a Paoli qui en fait partie. Et pourquoi ça vient? C'est parce qu'il y a les multiples, ce qu'aujourd'hui on appellerait les produits dérivés. C'est-à-dire les mugs. Une communication globale. Voilà, les mouchoirs avec Paoli et Wilkes, vous voyez, et les estampes, les petites statues qu'on reproduit. Des produits dérivés. Les gazettes, les services postaux qui font circuler tout ça. Et ça fait qu'à un certain moment, on s'attache à un personnage. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il fait Jean-Jacques? Il est tombé, des trucs comme ça. Vous voyez, on ne le connaît pas. Mais on s'intéresse. Et Paoli, c'est ça. C'est je veux. Alors le gars, il reste pendant 24 heures à attendre l'arrivée de Paoli comme un people, un fan. Quoi. Ah oui, c'est la célébrité. Est-ce qu'on peut dire qu'après Ponteno, 1769, est-ce que l'idéal ou l'esprit révolutionnaire n'est plus aussi vif que ça? Ben, il est surtout... Est-ce qu'on a raté le coche? Ben, c'est-à-dire, il est opposé à deux choses. D'une part, à une répression puissante, et d'autre part, à une proposition faite aux insulaires qui, évidemment, est intéressante. C'est-à-dire, on crée des nobles, on amène de l'argent, on amène des emplois. Donc, si vous voulez, beaucoup de gens disent « Ok, bon, c'est comme ça, maintenant on est dans le royaume de France, tout va bien, quoi ». Et c'est ça qui se produit à ce moment-là, oui. Et puis alors naît aussi à cette époque une idée qui court toujours, qui est celle du bandit corse. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas avant, hein. Il y avait des rebelles, tout ça, mais le bandit corse, le gars dans le maquis avec son fusil, ça c'est après 1770 et ça n'arrête pas jusqu'à aujourd'hui. Et il faut arriver d'ailleurs à sortir de cette idée parce que c'est fatigant. Oui. Oui. Et je vous assure, ça naît à ce moment-là. Comment ou est-ce que les révolutions corses ont influencé les autres événements en Europe, en France, même aux États-Unis? Est-ce qu'on peut parler d'influence, d'inspiration? D'inspiration, si on veut, un peu pour les Américains, les radicaux américains, parce qu'ils ils s'inspirent de ce qui se passe. Bon, mais pas dans leur constitution, dans l'esprit. La Révolution française, ils admirent le martyr de la liberté. Si vous voulez, la question, c'est la liberté. Ça ne va pas être l'égalité, mais c'est la liberté. Et donc, c'est vrai que quand Paoli revient à Paris en 90, vraiment, c'est le martyr. Enfin, voilà, c'est formidable. Dire que ça a influencé en direct, moi, j'ai une petite idée, c'est que finalement, les révolutions de Corse annoncent plutôt le 19e siècle. C'est-à-dire le réveil des nationalités. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas encore été beaucoup dit. On parle les Lumières. Oui. Mais en réalité, d'abord, les Lumières, oui, c'est vrai que Paoli a été passionné par Montesquieu. Il connaît bien Rousseau.
enfin, voilà, c'est un homme des Lumières, si on veut, c'est incontestable. Mais il annonce quelque chose qui, justement, est déjà dans Montesquieu et dans Rousseau, c'est-à-dire la question de l'esprit national, du génie national, de l'âme des peuples, tout ça. Et ça, c'est le 19e. Alors, moi, je me demande si on ne pourrait pas réfléchir à cet aspect. Pourquoi pas. Antoine Franzini, ici, nous avons un révolutionnaire maison. Il s'appelle Marcel Petritschol, en BD. La révolution en BD. J'avais trouvé que ça. Allez-y. Allez, c'est parti. Je vous ferai une première BD, une histoire corse. Hein. C'est une histoire contemporaine. Alors, comme chaque année, durant les vacances d'été, Catherine va passer ses vacances donc en Corse, dans la maison familiale de ses grands-parents qui sont décédés fin d'après-midi alors qu'elle a décidé d'aller se rafraîchir dans une rivière. Il y a un orage aussi subit que violent qui la surprend. Elle court au bord de la route pour rentrer chez elle. Il y a un automobiliste qui passe, Antoine, qui va lui proposer de la raccompagner jusqu'à sa maison. Bien sûr, elle accepte, elle monte dans la voiture, ils discutent. Puis au fil de la discussion, Antoine va découvrir tout simplement que sa passagère n'est autre que sa demi-sœur. Ils ont la même mère. Alors c'est un choc, bien sûr, pour la jeune femme. Elle est complètement incrédule, complètement ébahie. Elle a même du mal à y croire. Elle ne comprend pas, elle est choquée comment sa famille, pendant plus de 20 ans, a pu et a su garder ce secret. Elle a un demi-frère. Alors elle accuse le coup, mais quand même ils décident tous les deux de se revoir. Ils vont même se rapprocher. Elle va connaître la femme et le fils d'Antoine. Et puis Catherine va quand même chercher à en savoir un petit peu plus. Pourquoi ? Donc elle va remuer le passé familial. Et là, elle va aller de surprise en surprise. Elle va découvrir des secrets. Elle va surtout découvrir qu'il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas remuer et raviver. Ça peut faire très, très mal. Alors, l'auteur, Dodo, on va s'apercevoir qu'il utilise tous les archétypes qui génèrent la Corse et le peuple corse. Il y a de la mafia. Il y a de l'omerta, il y a des liens de sang, il y a de la vendetta, il y a des meurtres, il y a du nationalisme, il y a de l'indépendantisme. Tout ça, ça nous offre une histoire tout simplement fascinante. Elle va particulièrement jouer sur les liens affectifs qui vont s'établir entre Antoine et Catherine. Construction très, très habile et surtout aucunement caricaturale. Ça, c'est très fort. Voilà, elle alterne énormément les flashbacks et les périodes récentes. Le récit va commencer, mais vraiment tout doucement, on prend son temps, et puis ça va prendre une tournure de plus en plus sombre. On va aller de surprise en surprise. Le temps va devenir de plus en plus grave. Le drame va enfler jusqu'à un dénouement d'une très très grande intensité. J'ai beaucoup aimé cette articulation qui fait que on sent vraiment que la tension monte. C'est exponentiel jusqu'à la fin. Le graphisme de Chaperon, style semi-réaliste, tout à la main levée, très très bien maîtrisé, c'est subtil, c'est expressif, on sent les émotions dans les visages, les émotions sont palpables, c'est mis en valeur pour une très très belle et agréable colorisation. J'ai beaucoup aimé son travail, surtout sur les périodes de flashback, où là on voit que le trait est plus sombre, un petit peu plus marqué, ça permet de très très bien différencier les différentes époques. Alors il se concentre surtout sur les personnages, c'est un choix logique, hein, puisque en fait tout s'articule autour des relations humaines, ce qui fait que j'apporterai un petit bémol. En se concentrant sur les personnages, il ne montre pas la grandeur et la beauté des lieux de la Corse, et ni même l'attachement que nous, Corses, pouvons avoir à notre terre. Voilà, sinon la mise en image est très claire, très nette. Dodo, la scénariste, est d'origine corse. Alors elle est connue des amateurs de BD, puisqu'elle a fait plusieurs BD avec son conjoint Ben Radis. Ils ont même monté un groupe de rock avec Vuillemin et Margerin, deux autres grands de la bande dessinée. En fait, elle s'est inspirée de tout ce qu'elle a entendu quand elle venait pendant ses vacances en Corse, et aussi d'un fait réel. Je ne vous dis pas lequel, mais vous allez de suite découvrir. Ça a défrayé la chronique en Corse. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir. Voilà, c'est vraiment un récit vraiment dramatique. Il y a la dimension humaine dans ce récit. C'est ambitieux, c'est assez foisonnant, c'est vraiment bien réalisé. C'est un témoignage vraiment réaliste et sincère. C'est à découvrir, on passe un agréable moment. Super. Aux éditions ? C'est aux éditions Glénat. Ok. Le deuxième choix. On va retourner, là on retourne dans l'histoire. Voilà. Ah ouais, c'est beau ça. Avec Vendetta, de Maurice Souris, d'Arthur Giovone et de Gir. Alors c'est un album qui a été réédité en 2013 à l'occasion du 70e anniversaire de la libération de la Corse. 9 septembre 1943, en tant qu'Ajaxien, je suis obligé de dire qu'Ajaccio était la première ville française libérée. Et la Corse a été officiellement le premier territoire libéré le 5 octobre. Alors c'est une BD qui a été éditée, je dirais édition, parce qu'elle a été éditée pour la première fois en 1947. Alors le dessinateur Gir est un illustrateur très connu de l'époque, mais surtout nous ce qu'on connaît particulièrement c'est Maurice Souris et bien sûr Arthur Giovone, deux des principaux acteurs de la résistance en Corse, membre du Parti communiste, membre du comité départemental et du Front national insulaire.
Ça n'a rien à voir avec le FN, bien sûr, quand même. Donc voilà, c'est vraiment deux acteurs majeurs, deux témoins qui savent vraiment de quoi ils parlent. Ce sont ceux qui ont organisé en partie la résistance en Corse. Ils ont assumé aussi de grandes responsabilités durant les périodes de combat contre les forces allemandes. Donc voilà. Puis Maurice Ourry, on le connaît surtout pour son livre « Tous bandits d'honneur » qui a été édité en 1956. On peut dire que c'est un livre qui a marqué l'historiographie de la Corse, vraiment. Donc voilà, ils évoquent donc en connaissance de cause la résistance et la libération de la Corse, ses débuts, son organisation, ses membres, quelques grands moments de la résistance, quelques combats épiques. Ils évoquent aussi les sacrifices d'hommes et de femmes, héros connus ou inconnus. Alors, c'est pas une bande dessinée, on va dire que c'est raconté façon reportage BD. D'accord. Voilà, c'est plus un reportage qu'une bande dessinée. Il n'y a que 16 planches. Donc, bien sûr, ça ne raconte pas toute la résistance et toute la libération de la Corse. Voilà, autre chose importante, c'est une édition bilingue. Et c'est Jean-Marie Arrigue qui a assuré la traduction. Alors, vous avez la première bande dessinée en français, et ensuite, vous l'avez en corse. Petit mot aussi sur les éditions Alain Piazzol, qui ont fait un travail remarquable en restituant vraiment les couleurs, le dessin de l'époque, la qualité des images de l'époque. Il y a un style rétro, mais qui est du plus bel effet. Vraiment, c'est bravo. Il fallait le faire, bravo. Donc aussi, à noter que ce livre a été distribué gratuitement dans tous les établissements scolaires de Lille, pour que les professeurs puissent s'en servir comme support. C'est quelque chose que l'on voit depuis quelques années. La bande dessinée sert de support à l'histoire. Ça a été initié avec Tardy et sa BD, c'était La guerre des tranchées. Il y en a eu d'autres depuis. Et aussi la très belle préface de l'historienne Hélène Chaubrin qui restitue vraiment le récit dans le contexte historique et politique de l'époque. Et pour finir, je dirais que ce qu'on retient surtout, c'est la volonté des auteurs de transmettre certaines valeurs. Et ces valeurs, c'est celles de 1789. Merci, voilà. Marcel. C'était donc beau. Allez, j'allais dire que c'est pratiquement indispensable. Il le faut. Oui, évidemment. Antoine Franzine, le sous-titre de votre ouvrage est la naissance d'un sujet politique. Est-ce en cela que les révolutions corses ont réussi ? Sans doute, sans doute. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai parlé de la nation libre, mais il faut rajouter la nation politique. Parce que les nations, il y avait évidemment toutes sortes de nations, toutes sortes de gens qui se considéraient en nation, mais ce qui se passe là précisément, c'est la constitution d'une nation politique. Autrement dit, qui va être maîtresse d'elle-même, si vous voulez. Et justement, c'est ce qu'on appelle un sujet politique. Ça se constitue, ça naît, ça se développe, et ça se met en place dans le cours du XVIIIe siècle. Évidemment, la question peut-être qui est en dessous de la vôtre, c'est est-ce que l'arrêt en 1769 sous les canons de Ponténove, est-ce que ça a totalement supprimé le sujet politique? Alors en réalité, c'est pas Ponténove. Le problème, c'est la Révolution française. Oui. C'est-à-dire que est-ce que la nation corse s'est fondue dans le creuset de la grande nation, ou bien est-ce qu'elle a gardé en quelque sorte sa vie de sujet politique? C'est une question qui évidemment, depuis maintenant quelques dizaines d'années, est reprise de manière intéressante, évidemment parfois douloureuse, mais très intéressante. Est-ce qu'on peut faire le lien entre le XVIIIe siècle et la situation politique actuelle? Alors oui, je pense que il faut réfléchir sérieusement. Il y a une grosse différence, c'est le regard européen. 18e, l'Europe entière regarde, c'est un laboratoire en acte, si vous voulez. C'est pas qu'il y a des idées nouvelles, c'est que c'est les idées nouvelles qui s'incarnent là. Aujourd'hui, de mon point de vue, il y a la possibilité de penser effectivement la Corse comme un laboratoire d'idées nouvelles, mais c'est pas encore su. C'est-à-dire que il y a la possibilité de passer du côté de quelque chose de très nouveau par rapport au monde tel qu'il est. Et peut-être les îles sont favorisées de ce point de vue, bien sûr. Et la Corse, en raison de sa permanence, de sa longue histoire, peut aussi avoir quelque chose à dire, c'est-à-dire à aller du côté de l'intelligence du territoire. C'est-à-dire le territoire est encore là, on peut l'usage du territoire, la connaissance du territoire. Sa destination. Sa destination. Qui passe avant quelque chose qui est, pour l'instant, beaucoup en avant, c'est-à-dire le profit, l'avidité, la concurrence, vous voyez, qui est des valeurs libérales, et se dire, est-ce qu'on ne peut pas penser le collectif autrement? Et il me semble qu'il n'est pas impossible de penser que, justement, inspiré
par l'exemple du XVIIIe siècle, eh bien, les Corses, dans leur ensemble, se mettent à faire quelque chose de nouveau. Vous voyez, non pas, comme c'est beaucoup caricaturé à l'extérieur, des gens qui rejettent l'autre, voilà. Non, mais au contraire, des gens qui sont ouverts grâce à une mémoire légère, imaginante, vous voyez, quelque chose qui leur donne des idées et qui ouvre sur l'avenir. En tout cas, on ne peut que l'espérer. Antoine Francine, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Je rappelle donc Un siècle de révolution corse aux éditions Vendémiaire. Marcel Petriccio, merci beaucoup. À très bientôt. On ne se quitte plus. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.